Vous avez payé pour elle. Le jeune agent de sécurité m'a regardé, comme si j'avais perdu la tête. Je me souviens des pleurs du bébé, résonnant plus fort que tout le reste, dans ce petit bureau de sécurité à l'arrière du Walmart. Assez fort pour percer le bourdonnement des néons fluorescents. Assez fort pour étouffer le jugement qui pesait lourdement dans la pièce. La femme qui le tenait semblait épuisée, pâle, et si maigre. Ses cheveux bruns étaient humides à cause de la pluie extérieure, tombant en mèches emmêlées contre ses joues. Et, posées sur la table en métal entre nous, se trouvaient les preuves de son délit, 2 boîtes de lait en poudre pour bébé, un paquet de couches, des lingettes, et un petit pot de compote de pommes. Le total s'élevait à 148,22 €. L'agent de sécurité plus âgé a croisé les bras. Elle a dissimulé la marchandise, et a tenté de quitter le magasin, a-t-il déclaré d'un ton neutre. C'est du vol à l'étalage. La femme a baissé les yeux. Le bébé continuait de pleurer. Je ne sais pas pourquoi ce son m'a frappé de cette manière. Peut-être parce que j'avais passé 20 ans dans la marine, à entendre toutes les formes imaginables de douleur humaine. Peut-être parce qu'à 42 ans, vivant seul dans une maison paisible aux abords de Fayetteville, en Caroline du Nord, le silence était devenu une chose que je craignais bien plus que le bruit. Ou peut-être, tout simplement, parce que cette femme ne ressemblait pas à une criminelle. Elle avait l'air honteuse. Et il y a une différence. J'ai fouillé dans mon sac à main, et j'en ai sorti ma carte bancaire. Je vais payer pour ça. Les 2 gardes ont cligné des yeux. Le plus jeune a froncé les sourcils. Madame, vous n'êtes pas obligée de faire ça. Je sais. Le garde plus âgé m'a observé attentivement. Vous la connaissez. Et c'est à ce moment-là que le mensonge est sorti. C'est ma sœur. La femme a levé les yeux si vite que j'ai cru qu'elle allait pleurer, mais elle ne l'a pas fait. Elle s'est contentée de me dévisager. J'ai signé le reçu en silence, pendant que la caissière derrière le bureau scannait à nouveau tous les articles. 148,22 €. Je me souviens du montant exact, car je vivais prudemment depuis ma retraite. Je n'étais pas riche. Ma pension de la marine payait les factures, mais guère plus. 150 €, ce n'était pas rien pour moi. Pourtant, un bébé affamé n'avait pas à payer pour les erreurs des adultes. Le garde le plus âgé a fini par soupirer. Très bien, murmura-t-il. Prenez la marchandise et partez. La femme a serré le bébé un peu plus fort contre sa poitrine. Merci, a-t-elle chuchoté. Sa voix m'a surprise. Douce. Éduquée. Ce n'était pas le ton auquel on s'attendait, de la part d'une femme sans abri. Dehors, une fine pluie tombait sur le parking du Walmart. Le ciel s'était déjà assombri, bien qu'il soit à peine 18 heures. J'ai marché à ses côtés, sous la lueur jaune des lampadaires. De près, j'ai remarqué davantage de détails. Son manteau était usé et bon marché, mais en dessous, le col de son pull semblait avoir coûté cher, autrefois. Sa posture restait droite, malgré l'épuisement. Ses ongles étaient propres, même si ses chaussures étaient complètement trempées. Les familles de militaires remarquent ce genre de détails. Cela devient un instinct, après tant d'années. Vous n'avez rien à m'expliquer, lui ai-je dit. Elle a réajusté le bébé contre son épaule. Il fait ses dents, a-t-elle dit doucement, presque pour s'excuser. Le bébé avait enfin cessé de pleurer. Son petit poing s'agrippait à la manche de sa mère. Comment s'appelle-t-il? Oliver. Il est magnifique. Ses yeux se sont embués, juste un peu. Pas des larmes dramatiques, juste le genre de larmes que l'on lutte ardemment pour cacher. Pendant un instant, elle a eu l'air de vouloir ajouter quelque chose. Au lieu de cela, elle a simplement tendu la main. Je m'appelle Émilie. Je l'ai serrée. Graisse. Sa main était glaciale. Vous n'auriez pas dû faire ça, a-t-elle dit d'une voix douce. J'ai jeté un coup d'œil vers l'entrée du Walmart, où les gens continuaient d'entrer et de sortir, avec leurs caddies et leurs sacs de course, comme si rien d'important ne s'était produit. Un bébé a davantage besoin de lait, que Walmart n'a besoin de 150 € supplémentaires. Cela l'a presque fait sourire. Presque. Puis, elle m'a de nouveau surprise. Je vous rembourserai un jour. J'ai laissé échapper un petit rire. Non, vous ne le ferez pas. Vous ne me connaissez même pas, non, a-t-elle admis, c'est vrai. La pluie tapotait légèrement sur les toits des voitures garées autour de nous.
Une camionnette a grondé en traversant le parking, non loin de là. Pour une raison obscure, aucune de nous deux n'a bougé. Ensuite, j'ai remarqué quelque chose d'étrange. Elle n'arrêtait pas de regarder par-dessus son épaule, non pas avec désinvolture, mais nerveusement, comme si elle craignait de voir quelqu'un surgir. « Tout va bien ?» ai-je demandé. Son expression a changé instantanément. Trop vite. Le genre de basculement émotionnel que les gens apprennent, après avoir vécu dans la peur. Je vais bien. Je connaissais cette réponse. Les femmes militaires connaissent bien cette réponse. Nous l'entendons de la bouche des soldats après les enterrements, de celle des épouses dont les ecchymoses sont cachés sous le maquillage, ou encore des vétérans, assis seuls dans les salles du VFW, prétendant que le whisky guérit les cauchemars. Je l'ai observé avec attention. « Vous avez un endroit sûr pour ce soir ?» Elle a hésité trop longtemps. Cela m'en disait assez. « Il y a un refuge pour femmes près de Bragg Boulevard, lui ai-je dit. C'est un endroit sûr, avec des gens bien. » Elle a hoché la tête poliment, bien que je puisse deviner qu'elle n'irait probablement pas. Les personnes qui portent le poids de la honte marchent rarement vers l'aide. Elles s'en cachent. Et cela, je le comprenais mieux que quiconque. Mon divorce, survenu 5 ans plus tôt, m'avait presque vidé de l'intérieur. Non pas parce que mon mari m'avait trompé, mais parce qu'après 20 ans de vie militaire, j'avais réalisé que je ne savais plus qui j'étais, sans la structure ni les obligations du service. Certaines nuits, ma maison semblait si silencieuse que cela en devenait physiquement douloureux. On apprend des choses étranges sur la solitude, une fois passé le cap des 40 ans. Émilie a baissé les yeux vers Oliver, qui dormait contre sa poitrine. Puis, elle m'a de nouveau regardé. « Pourquoi avez-vous dit que j'étais votre sœur ?» La question m'a prise au dépourvu. J'y ai réfléchi sincèrement avant de répondre, parce que personne ne mérite de se retrouver seul, dans une pièce comme celle-là. Pour la première fois, l'émotion a complètement fendu son visage. Pas du soulagement, ni de la gratitude. De la douleur. Une douleur profonde. Le genre de souffrance qui s'était accumulée pendant des années. Elle a dégluti difficilement, et a détourné le regard avant de perdre le contrôle d'elle-même. Puis, très doucement, elle a serré ma main une seule fois. Pas de grand discours, pas de larmes, pas de promesses. Juste un geste silencieux, de la part d'une étrangère brisée, debout sous la pluie devant un Walmart. Quelques secondes plus tard, elle s'est éloignée, portant son bébé et ses sacs de course en plastique comme s'ils pesaient 50 kilos. Je l'ai regardé disparaître vers l'autre extrémité du parking, non pas en direction de l'arrêt de bus, ni vers la route, mais vers une vieille Honda argentée, garée près de la limite du terrain. L'une des vitres arrière était recouverte de carton. Ma poitrine s'est serrée. Elle et ce bébé vivaient dans cette voiture. Émilie a ouvert prudemment la portière passager, et s'est glissée à l'intérieur avec Oliver. Le plafonnier a clignoté brièvement, illuminant son visage épuisé une dernière fois, avant que la voiture ne replonge dans l'obscurité. Puis, elle était partie. Je suis resté là, sous la pluie, bien plus longtemps que je n'aurais dû. Quelque chose chez elle me troublait. Ce n'était ni de la peur, ni de la pitié, mais une forme de reconnaissance, comme si, quelque part sous la saleté, l'épuisement et le silence, la vie avait un jour offert à cette femme toutes les opportunités imaginables, avant de tout lui reprendre. Et je n'arrivais pas à me défaire de l'intuition que son histoire n'était pas encore terminée. Loin de là. 2 semaines plus tard, quelqu'un a frappé à ma porte d'entrée, à 8h30 du matin. Sans sonner. En frappant. 3 coups fermes, de style militaire. J'ai levé les yeux de la table de ma cuisine, alors que je n'avais bu que la moitié de mon café. Par la fenêtre, un épais brouillard de début octobre s'accrochait au-dessus de mon jardin. Mon vieux labrador, Duke, a levé la tête du tapis, mais n'a pas aboyé. Cela m'a indiqué que la personne à l'extérieur dégageait une certaine autorité. Les chiens le savent toujours. J'ai ouvert la porte, m'attendant peut-être à voir un voisin ou un livreur. Au lieu de cela, un jeune homme en uniforme de cérémonie de l'armée se tenait sur mon porche. Une posture parfaite, une coupe de cheveux impeccable, et des gants blancs glissés sous un bras. « Madame Grace Miller ?» « Oui. » Il m'a tendu une enveloppe scellée. « Pour vous, madame. » L'adresse de l'expéditeur ne m'a rien dit au premier abord. Domaine Whittaker, Raleigh, Caroline du Nord. Le soldat a adressé un hochement de tête respectueux, avant de retourner vers un SUV noir,
garé le long du trottoir. Ce n'était pas un véhicule militaire, mais un modèle privé, et très coûteux. Je suis resté là, en peignoir et en chaussons, à regarder le véhicule disparaître au bout de ma rue, comme dans une scène d'un vieux thriller politique. Puis, j'ai baissé les yeux vers l'enveloppe. Un papier crème épais, un sceau en relief, et de la véritable encre. Quiconque avait envoyé ceci avait de l'argent. Beaucoup d'argent. À l'intérieur, il y avait un court mot manuscrit. Madame Miller, ma famille et moi serions honorés si vous acceptiez de vous joindre à nous pour le dîner, ce vendredi soir. Il y a un sujet important dont nous souhaitons discuter avec vous personnellement. Un transport sera mis à votre disposition si vous le désirez. Respectueusement. Robert Whittaker. Sous la signature, se trouvaient 4 petites étoiles argentées, gaufrées dans le papier. Je les ai fixées pendant un long moment. Un général 4 étoiles. J'ai même ri sous cap. C'était quoi, cette histoire? Le nom a fini par faire tilt quelques secondes plus tard. Général Robert Whittaker. Même les militaires à la retraite connaissaient ce nom, commandant décoré de l'armée, vétéran, apparition télévisée, témoignage devant le Congrès, le genre d'homme qui serrait la main des présidents. Et, pour une raison quelconque, il voulait dîner avec moi. Pendant les 2 jours qui ont suivi, je me suis convaincu qu'il devait s'agir d'une sorte de malentendu, lié à une organisation caritative pour les anciens combattants. Peut-être un dîner de collecte de fonds. Peut-être voulait-il des dons, ou un peu de publicité. Il n'y avait aucun lien possible entre moi et un général 4 étoiles. Du moins, aucun qui me vienne à l'esprit. Pourtant, le vendredi soir est arrivé, et à 17h précise, un autre SUV noir s'est garé dans mon allée. Le chauffeur est descendu, et m'a ouvert la portière arrière, comme si j'étais la femme d'un sénateur. J'ai failli lui dire que je pouvais conduire moi-même, mais la curiosité avait déjà pris le dessus. Le trajet jusqu'à Raleigh a duré près d'1 heure et demie. À mesure que nous laissions Fayetteville derrière nous, les quartiers changeaient lentement. Les petites maisons se sont transformées en propriétés sécurisées. Les camionnettes ont cédé la place à des berlines de luxe. Au moment où nous avons tourné sur un chemin privé, bordé de chênes, j'ai commencé à me sentir sérieusement mal habillé. J'avais mis mon plus beau blazer bleu marine, avec des boucles d'oreilles en perles, une tenue parfaitement respectable pour l'église, ou pour un dîner dans un restaurant grill. Mais pas pour cet endroit. Le domaine est apparu derrière des grilles en fer forgé, éclairé par des lanternes de pierre, de massives colonnes blanches, un aménagement paysager impeccable, le genre de manoir que les vieilles familles fortunées se transmettaient de génération en génération. J'ai soudainement eu envie de rentrer chez moi. Les gens supposent que les officiers militaires se sentent à l'aise avec le pouvoir. Ce n'est pas toujours vrai. La plupart des vétérans que je connais se sentent plus à l'aise dans de petits restaurants que dans des manoirs. Le SUV s'est arrêté sous une entrée couverte. Un employé en uniforme a ouvert ma portière. À l'intérieur, une douce musique de piano flottait à travers la maison. Quelque part à proximité, des voix discrètes se mêlaient au tintement des verres et de l'argenterie. J'ai suivi un autre membre du personnel, à travers un couloir orné de portraits militaires et de médailles encadrées. Le général Whittaker apparaissait sur plusieurs d'entre eux, plus jeunes, le regard dur, posant aux côtés de présidents et de dirigeants étrangers. Mais une photographie a immédiatement attiré mon attention. Un portrait de famille, le général, une magnifique femme brune, probablement sa défunte épouse, et entre eux, une version plus jeune d'Emily. Mais pas en ralenti. Non. Ce n'était pas possible. L'employé a ouvert de doubles portes, menant à un grand salon. Et elle était là, la femme sans-abri du Walmart. Sauf qu'elle n'avait plus du tout l'air d'une sans-abri, pas même un peu. Ses cheveux bruns tombaient impeccablement sur ses épaules. Son maquillage était simple et élégant. La robe en soie pâle qu'elle portait coûtait probablement plus cher que mon ancienne mensualité de prêt immobilier, mais c'était bien elle. Les mêmes yeux, la même tristesse dissimulée au fond. Pendant une seconde, aucune de nous n'a parlé. Puis, Émilie a souri doucement. Bonjour, Grace. Je pense sincèrement que mon cerveau a cessé de fonctionner pendant environ 3 secondes. Vous. Je ne pouvais même pas terminer ma phrase. Elle s'est approchée lentement, presque nerveusement. Je suis heureuse que vous soyez venu. Vous êtes. J'ai jeté un coup d'œil autour de la pièce immense. Que se passe-t-il ici? Avant qu'elle ne puisse répondre, une autre voix est intervenue calmement, derrière nous.
C'est ma fille. Je me suis retourné. Le général Robert Whittaker se tenait près de la cheminée. Grand, les cheveux argentés, avec de larges épaules malgré son âge. Même en tenue civile, cet homme se tenait avec une prestance qui imposait naturellement le respect. Ses yeux se sont posés sur moi, avec une chaleur surprenante. « Madame Miller, dit-il doucement. Merci d'être venue. » J'ai repris suffisamment mes esprits pour lui serrer la main. Sa poigne était ferme, mais pas intimidante. Pourtant, je suis soudainement devenu très consciente de la moindre éraflure sur mes chaussures. Je pense, ai-je dit prudemment, que quelqu'un me doit une explication. Émilie a immédiatement baissé les yeux. Cela seul m'indiquait que tout n'était pas encore guéri entre eux. Pas encore. Le général a fait un geste vers le coin salon. Je vous en prie, asseyez-vous. Une domestique a apporté du café, puis s'est éclipsée discrètement. Pendant quelques instants, personne n'a parlé. Puis, le général Whittaker a fini par expirer profondément. Ma fille a disparu il y a 3 ans. La pièce est devenue silencieuse, à l'exception du tic-tac d'une horloge comtoise à proximité. Elle est partie après une dispute entre nous, a-t-il poursuivi, et a refusé tout contact par la suite. Émilie fixait ses mains. J'ai remarqué une légère tension dans ses épaules. Pas exactement de la peur, mais plutôt de la honte. La voix du général s'est adoucie. Après la mort de sa mère, Émilie a eu beaucoup plus de mal que ce que nous voulions bien admettre. Il l'a regardée avec précaution. Elle a rencontré un homme du nom de Caleb Turner. Le nom lui-même a semblé assombrir la pièce. Il l'a convaincu que je me souciais davantage de ma réputation militaire, que de son bonheur. Émilie a laissé échapper un petit rire amer. À l'époque, je l'ai cru. Le général a hoché la tête tristement. Au moment où j'ai compris qui il était vraiment, elle était déjà partie. J'ai regardé Émilie à nouveau, me souvenant de la voiture sur le parking du Walmart, de la vitre en carton, et du lait maternisé. Combien de temps avez-vous été sans abri? Émilie a dégluti difficilement. Environ 8 mois. 8 mois. Mon Dieu. Le général a soudainement paru plus vieux. Ni puissant, ni célèbre. Juste fatigué. Nous avons cherché partout, a-t-il dit doucement. Détective privé, réseau de vétérans, contact dans la police. Ses yeux se sont posés sur Émilie, remplis d'une douleur évidente. Mais la honte peut cacher quelqu'un bien plus efficacement que la distance. Émilie a essuyé rapidement une larme sous son œil. Je ne savais pas comment rentrer à la maison, après tout ça. La pièce est redevenue silencieuse. Puis, le général Whittaker m'a regardé droit dans les yeux. Il y a 2 semaines, a-t-il dit, ma fille m'a enfin appelé. Le regard d'Émilie a croisé le mien. Elle m'a parlé du Walmart. J'ai senti mon visage chauffer légèrement. Ce n'était pas grand-chose. Le général a immédiatement secoué la tête. Si, madame, ça l'était. Sa voix s'est très légèrement enrouée. Pendant 3 ans, ma fille a cru que sa honte l'empêcherait à jamais de rentrer chez elle. Émilie a finalement craqué à cet instant, sans faire de bruit, avec seulement des larmes silencieuses glissant sur son visage. Le général m'a regardé, avec l'expression d'un père qui avait failli perdre son enfant pour toujours. Vous lui avez donné le courage de repasser la porte de ma maison. Je suis resté au domaine Whittaker près de 4 heures ce soir-là, suffisamment longtemps pour que l'atmosphère formelle se dissipe lentement. Suffisamment longtemps pour réaliser que le général Robert Whittaker n'invitait pas des sénateurs et de riches donateurs à dîner tous les soirs. Cet homme était seul. Cela m'a surprise davantage que le manoir. Le pouvoir a une façon étrange d'isoler les gens. J'avais vu cela arriver à des officiers de haut rang, pendant mes années dans la marine. Plus ils devenaient respectés publiquement, moins les gens leur parlaient avec honnêteté en privé. Vers 21h30, le personnel s'était pratiquement éclipsé en arrière-plan. Émilie s'était changée, enfilant un jean et un pull de couleur crème. Elle ressemblait moins à une femme sortant d'une couverture de magazine, et davantage à la jeune mère épuisée que j'avais rencontrée devant le Walmart. Oliver dormait à l'étage, dans sa chambre, et le général était assis en face de moi, tenant une tasse de café à 2 mains, comme s'il essayait de réchauffer quelque chose de bien plus profond que ses doigts. Je vous dois toute la vérité, a dit Émilie doucement. Je me suis adossé dans mon fauteuil en cuir. Vous ne me devez rien du tout. Si, a-t-elle insisté.
Je vous la dois. Le général n'est pas intervenu. Cela m'a indiqué qu'il savait déjà ce qui allait suivre. Émilie a fixé son café pendant plusieurs secondes, avant de reprendre la parole. Quand ma mère est morte, tout a changé dans cette maison. Sa voix restait calme, mais à peine. Mon père s'est plongé dans le travail. Et moi, je me suis plongé dans le mensonge, en prétendant que j'allais bien. Le général a baissé les yeux. Ce genre de culpabilité ne disparaît pas avec le grade. Émilie a poursuivi doucement. J'ai rencontré Caleb 6 mois plus tard. Je détestais déjà cet homme, et je n'avais même pas vu son visage. Il était charmant, a-t-elle admis, drôle, confiant, rien à voir avec les militaires avec lesquels j'avais grandi. J'ai hoché la tête lentement. J'avais déjà entendu différentes versions de cette histoire, pas de la part de femmes riches spécifiquement, mais de la part de femmes seules. Ce sont deux choses bien différentes. Au début, a-t-elle repris, il m'a donné l'impression d'être comprise. Sa bouche s'est légèrement crispée. Puis, de petites choses ont commencé à changer. Le général s'est levé en silence et a marché vers la cheminée, écoutant sans mot dire. Émilie a continué. Il n'aimait pas mon père. Ce sentiment était partagé, a marmonné le général d'un ton sec. Malgré la lourdeur ambiante, j'ai failli sourire. Émilie aussi, très légèrement. Caleb me disait sans cesse que mon père ne se souciait que de son image, a-t-elle raconté. Que les familles de militaires ne savent pas aimer normalement. J'ai remarqué que ses mains tremblaient un peu, maintenant. Il répétait que les personnes riches n'aident les autres, que lorsque les caméras les regardent. Je me suis penché en avant avec précaution. C'est ainsi que commence l'isolement affectif. Émilie m'a regardé immédiatement. Vous comprenez ça? Malheureusement, j'avais passé suffisamment d'années auprès d'épouses de militaires, dans des refuges pour victimes de violences, et avec des vétérans en difficulté, pour reconnaître la manipulation presque instantanément. Les vrais prédateurs commencent rarement par la cruauté. Ils commencent par le réconfort. Il a lentement chassé tout le monde de ma vie, a admis Émilie. Mes amis d'abord, puis ma famille élargie, et finalement mon père. Le général Whittaker est resté debout près de la cheminée, fixant les flammes. Je l'avais mis en garde contre lui, a-t-il dit doucement. Émilie a acquiescé. Je sais. La mâchoire du général s'est crispée. Mais je l'ai prévenu comme le ferait un commandant, a-t-il avoué, pas comme un père. Personne n'a parlé pendant quelques secondes. Cette seule phrase expliquait des années de ravages. Émilie a expiré d'une voix tremblante. La nuit où j'ai quitté la maison. Elle s'est éclaircie la voix. Nous avons eu une dispute horrible. Le général a brièvement fermé les yeux. Il m'a dit que si je partais avec Caleb, je ferais la plus grande erreur de ma vie. Et moi, je lui ai dit que je le détestais. Le silence s'est abattu sur la pièce. J'ai regardé l'un puis l'autre, et j'ai soudainement compris une chose douloureuse. Aucun des deux n'avait cessé d'aimer l'autre. Ils avaient simplement oublié comment se tendre la main. Émilie a essuyé une larme. Je croyais que Caleb m'aimait assez, pour me protéger de tout. Son rire a sonné creux, cette fois. Il s'avère qu'il avait surtout besoin de quelqu'un pour payer ses factures. Le général s'est finalement rassis lourdement. Il a vidé ses économies en moins d'un an, a-t-il dit, puis il a commencé à ouvrir des comptes à son nom. J'ai froncé les sourcils. De la fraude. Émilie a hoché faiblement la tête. Des petites choses d'abord, des cartes de crédit, des prêts, des excuses. Puis, est venue la partie dont je me doutais déjà. Il a commencé à se mettre en colère, après la naissance d'Oliver. Sa voix a presque disparu sur cette phrase. J'ai gardé la mienne très calme. Est-ce qu'il vous a frappé? Émilie a hésité. Cette hésitation répondait à tout. Le visage du général s'est durci instantanément, bien qu'il soit resté silencieux. Les pères militaires connaissent la violence, même lorsqu'ils ne peuvent l'arrêter. Pas au début, a murmuré Émilie. J'ai senti la colère monter lentement dans ma poitrine. Une colère froide. Le genre de rage qui s'installe silencieusement, au lieu d'exploser. Finalement, a-t-elle poursuivi, il a complètement arrêté de faire semblant. La pièce semblait plus petite, à présent. Il disparaissait pendant des jours. Il flambait de l'argent au jeu, et me hurlait dessus dès que je posais des questions. Elle a dégluti avec difficulté.
Puis une nuit, il m'a dit qu'Oliver et moi étions en train de ruiner sa vie. Le général a eu l'air de quelqu'un qui venait d'encaisser un coup de poing. Émilie fixait ses genoux. Une semaine plus tard, il est parti. Pas de larmes dramatiques, pas d'effondrement nerveux. C'est ainsi que l'on sait que la douleur a duré trop longtemps. Les personnes de plus de 60 ans, en écoutant cette histoire, comprendraient profondément ce type d'épuisement. La vie finit toujours par vous apprendre qu'il y a des blessures trop anciennes pour les drames. Pourquoi n'êtes-vous pas rentré à la maison, à ce moment-là, ai-je demandé doucement. Les yeux d'Émilie se sont de nouveau remplis de larmes. Parce que mon père m'avait prévenu. Le général a tressailli de façon presque imperceptible. Je pensais que si je revenais, a-t-elle chuchoté, il me regarderait et me dirait, je te l'avais bien dit. Le vieil homme a répondu immédiatement. Jamais je n'aurais fait ça. Mais moi, je croyais que tu le ferais. Le silence qui a suivi a semblé plus lourd que n'importe quelle dispute. J'ai repensé à la Honda argentée sur le parking du Walmart, à la vitre couverte de carton, au bébé qui pleurait, et soudainement, j'ai compris une chose primordiale. Emily Whittaker n'était pas devenue sans-abri parce qu'elle manquait d'argent. Elle était devenue sans-abri, parce que la honte l'avait convaincue qu'elle ne méritait plus d'être aimée. Cette prise de conscience m'a mise plus en colère que Caleb lui-même. Je me suis légèrement penché en avant. Où est-il maintenant? Tous deux m'ont regardé. Caleb, ai-je précisé. Émilie a secoué la tête. Je ne sais pas. Mais le général a répondu calmement, moi, je le sais. Cela l'a surprise. L'expression du général s'est assombrie. J'ai demandé aux enquêteurs de continuer leurs recherches, après le retour d'Émilie. Bien sûr qu'ils l'avaient fait. Des hommes comme Robert Whittaker ne cessent pas de protéger leur famille, simplement parce que le temps passe. Il vit actuellement à l'extérieur de Durham, a poursuivi le général. Une nouvelle petite amie, de nouveaux mensonges. J'ai hoché la tête lentement. Les prédateurs reproduisent toujours les mêmes schémas. Émilie a soudainement paru anxieuse. Papa. Mais les yeux du général restaient fixés sur moi. Il a déjà fait ça auparavant. Combien de femmes, ai-je demandé? Au moins 4 dont nous avons connaissance. Je me suis adossé prudemment. Nous y voilà. Il n'était pas seulement un homme mauvais, il était expérimenté. Le général a croisé les mains. Légalement, a-t-il dit avec calme, il y a très peu de choses que nous puissions prouver pour le moment. J'ai regardé Émilie. Elle portait encore la culpabilité dans chacun de ses mouvements. Elle s'en voulait toujours d'avoir survécu à cet homme. Et cela me dérangeait profondément, car des gens comme Caleb ne survivent que lorsque des personnes honnêtes gardent le silence, par gêne. J'avais passé 20 ans à servir aux côtés d'hommes et de femmes admirables, qui protégeaient des étrangers qu'ils ne reverraient jamais. Je n'allais pas rester là, les bras croisés, pendant qu'un lâche continuait à détruire des femmes vulnérables. J'ai regardé Émilie bien en face. Écoutez-moi attentivement. Elle a croisé mon regard. Être trompé par le mal ne fait pas de vous quelqu'un de faible. Des larmes ont glissé silencieusement sur ses joues. Puis, j'ai tourné les yeux vers le général. Et des hommes comme Caleb Turner ne survivent que parce que personne ne se lève enfin pour dire « ça suffit ». Le vieux soldat m'a dévisagé pendant un long moment. Puis, lentement, pour la première fois de la soirée, le général Robert Whittaker a souri. La première chose que j'ai apprise, après 20 ans dans la marine, c'est ceci, les vrais prédateurs misent sur l'épuisement. Ils ne ciblent pas les personnes fortes pour le plaisir du défi. Ils ciblent les personnes blessées, car les personnes blessées s'excusent pendant qu'on les dévalise. Cette pensée m'a accompagné toute la semaine, après mon dîner au domaine Whittaker. J'ai essayé de faire semblant que cette situation ne me regardait pas. Je l'ai vraiment fait. Je promenais Duke tous les matins, dans mon quartier aux abords de Fayetteville. J'ai assisté à mes réunions de soutien aux vétérans, 2 fois cette semaine-là. J'ai fait la vidange de mon vieux Ford Explorer moi-même, parce que la retraite vous enseigne des formes étranges d'indépendance obstinée. Mais chaque moment de calme me ramenait à Émilie, assise dans ce bureau de sécurité du Walmart, tenant son bébé en larmes. Et à chaque fois que je me rappelais comment elle s'était excusée d'avoir volé du lait en poudre, ma colère remontait à la surface. Le jeudi après-midi, j'ai fini par appeler quelqu'un de confiance. Frank Delaney, un ancien de la police militaire à la retraite, 68 ans, divorcé 2 fois, doté d'une mauvaise humeur permanente. L'un des hommes les plus fiables que j'ai jamais connus.
Il a répondu à la troisième sonnerie. Bon, a-t-il grommelé. Soit quelqu'un est mort, soit tu as besoin d'aide pour déplacer des meubles. J'ai besoin d'informations. C'est généralement pire. 1 heure plus tard, nous étions assis dans un petit restaurant près de Ramsay Street, en train de boire un café infect, sous les clignotements des néons. Frank a écouté en silence, pendant que je lui expliquais tout, l'incident au Walmart, Emily, le général Whittaker, et Caleb Turner. Quand j'ai terminé, Frank s'est adossé à la banquette avec un sifflement bas. Tu sais vraiment comment te trouver une retraite paisible, toi? Je suis sérieuse. Je sais que tu le es. Il a remué la crème dans son café. C'est bien ça, le problème. Frank avait passé des décennies à enquêter sur les violences conjugales, au sein des communautés militaires. Il a reconnu le schéma immédiatement. Le type isole une fille riche, siphonne ses finances, puis passe à la maltraitance psychologique. Il a secoué la tête. Un parasite classique. Tu avais déjà entendu ce nom? Pas personnellement, mais les hommes de son espèce laissent toujours des miettes derrière eux. Frank avait encore des amis au sein des forces de l'ordre local, à travers la Caroline du Nord. Le lundi suivant, il m'a rappelé. Ton petit ami est pourri, a-t-il dit d'emblée. Ce n'est pas mon petit ami. Tu vois ce que je veux dire. J'ai attrapé un bloc-notes sur le comptoir de ma cuisine. Qu'est-ce que tu as trouvé? Frank a expiré lourdement. 3 plaintes antérieures pour fraude. 2 ont été classées sans suite, la 3e est non résolue. Mon estomac s'est noué. Quel genre de fraude? Des escroqueries sentimentales, pour la plupart. De la manipulation à petite échelle. De l'argent emprunté, qui n'est jamais revenu. De faux investissements commerciaux. Et pour violence? Aucune condamnation. Cette réponse me dérangeait bien plus, que s'il avait dit oui. Car les hommes comme Caleb s'arrêtent rarement avant de recourir à la violence. Ils deviennent simplement plus intelligents pour la dissimuler. Frank a poursuivi. Il change constamment de travail, utilise différentes adresses, et il y a aussi quelques pseudonymes qui circulent. Un escroc professionnel. C'était exactement ce à quoi je m'attendais. Et voici la partie la plus intéressante, a ajouté Frank. Une femme a déposé une demande d'ordonnance de protection il y a 3 ans, puis l'a soudainement retirée. La peur. Je connaissais bien ce schéma. Peux-tu me trouver son nom? Grace. Frank. Il a soupiré. Tu vas vraiment le faire? Non, ai-je répondu calmement. Je vais y mettre fin. 3 jours plus tard, j'ai conduit jusqu'à Durham pour rencontrer la femme qui avait jadis demandé cette ordonnance de protection. Elle s'appelait Linda Perez, 56 ans, ancienne infirmière. Nous nous sommes retrouvés dans un petit café, près de l'hôpital régional de Duke. Au début, elle refusait presque totalement de parler de Caleb. Puis, j'ai mentionné Emily. Et tout a changé. Linda a fixé son thé pendant près d'1 minute, avant de prendre la parole. Il sait toujours qui choisir, a-t-elle murmuré. Je suis restée silencieuse. Il m'a choisi, après la mort de mon mari. Et voilà, encore une fois, la solitude, le chagrin. Les gens comme Caleb sentent la vulnérabilité émotionnelle, de la même manière que les requins sentent l'odeur du sang. Linda a eu un petit rire sans joie. Au début, il m'a donné l'impression d'exister à nouveau. J'ai hoché la tête lentement. Ensuite, il a commencé à emprunter de l'argent. De petites sommes, a-t-elle haussé les épaules avec amertume. Puis des plus grosses. Vous a-t-il fait du mal? Elle a hésité. Cette réponse, toujours. Oui. Le café a soudainement semblé beaucoup trop étouffant. Linda a frotté son poignet machinalement. Il ne m'a jamais frappé au visage, a-t-elle soufflé. Les hommes comme lui savent exactement où ne pas laisser de bleu. Ma mâchoire s'est serrée à en faire mal. Et la police. Ils avaient besoin de preuves. Cette phrase, à elle seule, expliquait la moitié des tragédies en Amérique. Des preuves. Comme si la peur elle-même n'était pas parfois une preuve suffisante. Linda m'a regardé avec attention. Pourquoi posez-vous ces questions, maintenant? Parce qu'il a failli détruire quelqu'un d'autre. Failli. J'ai pensé à Emily, rentrant chez elle. À Oliver, dormant en sécurité à l'étage.
Pas cette fois-ci. Linda m'a fixé pendant plusieurs secondes. Puis, quelque chose s'est adouci dans son expression. Vous êtes militaire. Une retraitée de la marine. Elle a souri faiblement. Ça explique vos yeux. Mes yeux? Vous avez l'air si calme, tout en planifiant quelque chose de dangereux. J'ai franchement ri à cette remarque. Peut-être parce qu'elle n'avait pas tort. Ce vendredi soir-là, je suis retourné au domaine Whittaker, pour la première fois depuis notre dîner. C'est Emily elle-même qui a ouvert la porte. Elle avait déjà meilleure mine. Toujours fragile, mais en meilleure santé. Le général nous a rejoints dans la bibliothèque, quelques minutes plus tard. Je lui ai tendu un dossier. À l'intérieur, se trouvaient des copies de tout ce que Frank m'avait aidé à dénicher. Plainte pour fraude, adresse, témoignages, modes opératoires. Le vieux général a feuilleté les pages en silence. Son visage se durcissait un peu plus, à chaque nouveau document. Emily était assise à mes côtés, lisant par-dessus mon épaule. À mi-parcours, elle a soudainement murmuré « Oh, mon Dieu !» L'une des anciennes petites amies de Caleb avait à peine plus de 25 ans. Une autre avait 2 enfants. Une autre encore avait déclaré faillite. Le général a fermé le dossier avec précaution. « Combien de femmes ?» a demandé Emily, d'une voix faible. « Au moins 4 de confirmés, ai-je dit. » Son visage s'est froissé de culpabilité. J'aurais dû l'arrêter. « Non, ai-je répondu fermement. Vous lui avez survécu. Il y a une différence. » Le général a hoché la tête lentement pour marquer son accord. Puis, il m'a surprise. « Qu'avez-vous l'intention de faire maintenant ? » Il n'a pas dit que devrions-nous faire, mais qu'avez-vous l'intention de faire ? Les militaires comprennent le sens de l'initiative. Je me suis adossé, l'air serein. Je veux que Caleb ait peur. Emily a eu l'air effarée. Le général, lui, n'a pas bronché. Je vous écoute, a-t-il dit. J'ai croisé les mains. Les hommes comme lui fonctionnent grâce à la confiance en soi. Ils croient que personne ne les défiera jamais publiquement. Les yeux du général se sont légèrement plissés. Et je pense qu'il est temps, ai-je ajouté, qu'il réalise que quelqu'un va enfin le faire. Le dimanche soir, Emily et moi nous sommes rendus ensemble dans un bar à l'extérieur de Durham, appelé le Rustinel Tavern. D'après Frank, Caleb y vivait pratiquement, ces derniers temps. L'endroit empestait la bière éventée et le tabac froid. Une musique country fredonnait doucement depuis un jukebox, près des tables de billard. Emily avait l'air nerveuse à mes côtés. « Vous n'êtes pas obligé de faire ça, lui ai-je rappelé doucement. »« Si, a-t-elle chuchoté. »« Je le dois. » C'est alors que la porte d'entrée s'est ouverte, et Caleb Turner a fait son apparition. Grand, beau garçon, d'une manière un peu artificielle et bon marché. Un sourire confiant, une veste en cuir, le genre d'homme qui avait passé sa vie entière à apprendre à refléter ce que les femmes voulaient voir. Au début, il n'a pas reconnu Emily. Puis, la réalisation l'a frappé. J'ai observé le moment précis où son assurance s'est fissurée. Non pas parce qu'elle avait l'air riche, mais parce qu'elle avait l'air protégée, en bonne santé, et surtout, qu'elle n'était plus isolée. Caleb s'est lentement approché de notre table. « Tiens, a-t-il dit avec méfiance, je ne m'attendais pas à te revoir. » Les mains d'Emily tremblaient légèrement sous la table. Je l'ai remarqué. Caleb aussi. Les prédateurs remarquent toujours la peur. Puis, ses yeux se sont tournés vers moi. « Et qui est-ce » Je me suis levé calmement. « Grace Miller. Il a eu un léger rictus. »« Une de tes amies ?» ?»« Non, » a répondu Emily d'une voix posée. « Ma famille. » Une lueur de danger a vacillé derrière son sourire. Puis, il m'a examiné avec mépris. « Vous êtes militaire. Retraité de la marine. » Il a ricané dans sa barbe. Ça explique l'attitude. J'ai souri poliment. Ça explique la vôtre, également. Son expression s'est tendue. Pour la première fois de la soirée, Caleb avait l'air incertain. Bien. Je me suis avancé d'un pas, vous avez choisi la mauvaise femme comme proie, lui ai-je dit doucement. Ensuite, j'ai soutenu son regard assez longtemps, pour qu'il comprenne une chose très clairement. Il n'avait plus affaire à des victimes effrayées. Pas cette fois. Caleb Turner a arrêté de sourire après cette soirée au Rustinel Tavern.
Cela se voyait dans ses yeux. Les hommes comme lui survivent en contrôlant la température émotionnelle de chaque pièce dans laquelle ils entrent. Le charme quand c'est nécessaire, l'intimidation quand c'est utile, la compassion quand ils sont acculés. Mais l'incertitude les déstabilise, surtout lorsqu'ils réalisent que quelqu'un voit enfin clair dans leur jeu. Pendant les jours qui ont suivi, Caleb a commencé à appeler Emily avec insistance. Au début, les messages vocaux étaient mielleux, et M. Je crois qu'il y a eu un malentendu. Puis, légèrement irrité, tu vas vraiment mêler des étrangers à nos affaires, maintenant? Puis, ouvertement en colère, tu crois que ton papa peut me faire peur? Emily écoutait ces messages, assise à mes côtés dans la bibliothèque des Whittaker, un après-midi, pendant qu'Oliver jouait tranquillement sur le tapis. Au 4e message vocal, ses mains tremblaient à nouveau. Je me suis penché calmement, et j'ai mis le téléphone sous silence. Vous ne devez pas accorder votre attention à la peur. Elle a acquiescé faiblement. Le général se tenait près de la fenêtre, écoutant en silence. J'avais fini par comprendre quelque chose à propos de Robert Whittaker, au cours de la semaine passée. Cet homme portait sa culpabilité comme une seconde colonne vertébrale. Non pas parce qu'Emily avait souffert, mais parce qu'il pensait avoir échoué à la protéger de la souffrance. Ce fardeau vieillit les pères bien plus vite que la guerre ne le fera jamais. Il t'a contacté directement, a demandé le général avec prudence. Emily a hoché la tête. Il a trouvé mon numéro, je ne sais pas comment. La mâchoire du général s'est crispée. Je vais le faire changer immédiatement. Non, suis-je intervenu doucement. Tous deux m'ont regardé. Laissez-le continuer à appeler. Emily a légèrement froncé les sourcils. Pourquoi? Parce que les gens désespérés font des erreurs. Le général m'a étudié en silence. Une fois de plus, cette vieille connivence de soldats est passée entre nous. Il comprenait la stratégie. À ce moment-là, Frank nous avait déjà mis en contact avec une inspectrice de Durham, du nom de Carla Benson. La cinquantaine, le regard perçant, avec une patience proche de zéro pour les manipulateurs. Il s'avérait que Caleb opérait bien plus près du désastre judiciaire qu'il ne le pensait. 3 femmes, en plus d'Emily, avaient finalement accepté de faire des dépositions. Linda Perez, une institutrice divorcée de Greensboro, et une jeune veuve nommée Megan Hall, qui avait perdu près de 40 000 € après que Caleb l'eut convaincu d'investir dans une fausse entreprise de camionnage. Chaque histoire semblait douloureusement familière. Le charme, l'isolement, la dépendance, la peur, et enfin l'abandon. L'inspectrice Benson a étalé les dossiers sur son bureau, lorsque je l'ai rencontré au centre-ville. Les types comme lui passent généralement à travers les mailles du filet, a-t-elle admis. Les victimes se sentent honteuses. Les dossiers restent morcelés. Mais plus maintenant. Non, a-t-elle acquiescé doucement. Plus maintenant. Elle a tapoté l'un des dossiers. La fraude financière nous donne enfin une véritable accroche. Et pour les violences? L'inspectrice Benson a soupiré. Plus difficile à poursuivre en justice. Cette réponse m'a frustré, bien qu'elle ne m'ait pas surprise. L'Amérique a encore du mal à comprendre la violence psychologique, à moins que les bleus ne deviennent assez visibles pour être photographiés. Avant mon départ, Benson m'a observé attentivement. Vous savez, la plupart des gens tourneraient le dos à une situation comme celle-ci. J'ai haussé les épaules. La plupart des gens n'ont pas vu une mère voler du lait en poudre, parce qu'elle n'avait plus aucune autre option. L'inspectrice a lentement hoché la tête. C'est un point valide. 3 nuits plus tard, Caleb a commis sa plus grande erreur. Il a contacté une autre femme, ignorant que la police le surveillait déjà. Selon l'inspectrice Benson, Caleb a tenté par la suite de convaincre la femme de co-signer un prêt automobile, en utilisant des documents d'emploi falsifiés. Une fraude avérée, enregistrée, est suffisante pour émettre un mandat d'arrêt. Frank m'a appelé à 6h15, le lendemain matin. Ils vont le cueillir aujourd'hui. Je me suis assis silencieusement à la table de ma cuisine, serrant le téléphone. Je ne ressentais ni excitation, ni satisfaction, seulement du soulagement. Car les prédateurs s'arrêtent rarement de leur plein gré. Ils vont toujours plus loin, jusqu'à ce que quelqu'un force enfin le monde à les voir tels qu'ils sont. Où ça, ai-je demandé. Dans un complexe d'appartements en périphérie de Durham. J'ai hésité un instant. Alors, Emily devrait y être. Frank est resté silencieux un moment. Tu es sûr?
Oui. Certaines fins sont importantes. À 10h30 ce matin-là, nous nous tenions de l'autre côté de la rue, face à un immeuble d'appartements en briques délavées, tandis que des véhicules de police banalisés attendaient à proximité. Au-dessus de nous, le ciel était gris et glacial. Émilie se tenait à côté de son père, vêtu d'un long manteau de laine, tortillant nerveusement ses gants entre ses mains. Oliver était resté au domaine avec une nounou. Le général Whittaker semblait calme en apparence, mais j'ai remarqué que ses poings s'ouvraient et se fermaient lentement le long de son corps. Les vétérans de combat reconnaissent l'adrénaline chez les autres immédiatement. « Ça va ?» lui ai-je demandé discrètement. Le vieux général a laissé échapper un petit rire étouffé. J'ai mené des opérations militaires avec moins de stress que ça. Cela m'a presque fait sourire. Ensuite, la voix de l'inspectrice Benson a grésillé sur une radio toute proche. La cible sort. Caleb a franchi la porte, tenant un gobelet de café en carton. Complètement détendu, complètement inconscient de ce qui l'attendait. Pendant une brève seconde, j'ai vu très exactement l'homme dont Émilie était tombée amoureuse autrefois. Confiant, séduisant, le sourire facile. Puis, la police s'est approchée des deux côtés. Le café a touché le trottoir en premier. « Qu'est-ce que c'est que ce bordel ?» a lâché Caleb, en reculant brusquement. L'inspectrice Benson s'est avancée avec calme. « Caleb Turner, vous êtes en état d'arrestation pour fraude financière et délit lié à l'usurpation d'identité. » Toute son attitude a changé d'un coup. Ce n'était pas de la peur, mais du calcul. Ses yeux ont balayé les alentours dans toutes les directions, cherchant une échappatoire, un avantage, une opportunité de manipulation. Puis, il a aperçu Émilie, debout près de son père et de moi. Pour la première fois depuis le début de cette histoire, Caleb a eu l'air sincèrement ébranlé. « Émilie ? » ?»« Non, » a-t-elle répliqué immédiatement. Sa propre voix l'a surprise. Elle était forte et assurée. Les agents se sont rapprochés, tandis que Benson lui lisait ses droits. Caleb les a complètement ignorés. Ses yeux restaient rivés sur Émilie. « Je peux tout expliquer. » Classique. Toujours l'explication, avant la responsabilité. Émilie l'a fixé silencieusement, pendant plusieurs secondes. Puis, un phénomène remarquable s'est produit. La peur a totalement disparu de son visage. Non pas parce que Caleb avait changé, mais parce qu'elle comprenait enfin qu'elle n'était plus seule. « Tu m'avais dit que personne ne voudrait jamais de mon retour », lui a-t-elle dit doucement. L'expression de Caleb s'est crispée. « Tu m'as manipulé », a-t-elle continué. « Tu m'as isolé. Tu m'as fait avoir honte d'avoir besoin d'aide. » Les passants alentour ont ralenti le pas pour observer la scène. Des fenêtres de l'immeuble se sont ouvertes. Personne n'a interrompu. Émilie a pris une lente inspiration. « Mais tu sais sur quel point tu avais tort ?» Caleb est resté silencieux. « Mon père n'a jamais cessé de m'aimer. » Du coin de l'œil, j'ai vu le général Whittaker baisser légèrement la tête. Cette phrase l'avait frappé en plein cœur. Caleb a jeté un regard empli de ressentiment vers le général, puis vers moi. La prise de conscience a fini par s'installer pleinement sur son visage. Pas la conscience du pouvoir, mais celle de l'échec. Il venait de comprendre une chose, Émilie lui avait complètement échappé. « C'est vous qui l'avez monté contre moi », m'a-t-il lancé avec amertume. Je l'ai regardé très calmement. « Non », ai-je répondu. « Ça, vous l'avez fait tout seul. » Un agent s'est avancé avec des menottes. La confiance de Caleb a alors complètement disparu. Plus de charme, plus de fanfaronnade, juste de la rage. Les petits hommes ont toujours l'air encore plus minuscules, lorsque le contrôle leur échappe. Tandis que la police le dirigeait vers le véhicule, il s'est tordu une dernière fois en direction d'Émilie. « Tu crois vraiment que ces gens se soucient de toi maintenant ?» a-t-il craché. Émilie nous a tous surpris par sa réponse. Ils se sont souciés de moi, alors que je n'avais rien. Cela lui a définitivement cloué le bec. La portière s'est refermée. Et juste comme ça, l'homme qui avait passé des années à contrôler des femmes terrifiées, a disparu derrière une vitre blindée. Envolé. Le parking est redevenu silencieux par la suite. Le général Whittaker a expiré bruyamment à mes côtés. Pas une victoire, mais un profond relâchement. Émilie est restée immobile pendant plusieurs secondes, regardant les voitures de police s'éloigner. Puis, soudain, elle s'est mise à pleurer. Pas des sanglots théâtraux,
mais les larmes profondes et épuisées de quelqu'un qui déposait enfin des années de peur. Son père s'est avancé vers elle avec précaution, presque craintivement, comme s'il craignait qu'elle ne se dérobe encore. Mais cette fois-ci, c'est Émilie qui a fait le premier pas. Elle a passé ses 2 bras autour de lui, et a enfoui son visage contre sa poitrine, redevenant une petite fille l'espace d'un instant. Et, pour la première fois depuis que je l'avais rencontré, le général Robert Whittaker s'est effondré en larmes, lui aussi. 3 semaines après l'arrestation de Caleb, je suis retourné au domaine Whittaker pour le dîner dominical. Cette fois, les grilles ne m'ont pas intimidé. C'est amusant de voir à quelle vitesse un manoir semble rétrécir, une fois que l'on a vu les gens qui l'habitent pleurer. L'air était devenu plus froid sur la Caroline du Nord, à cette époque. Des feuilles oranges s'éparpillaient le long de la grande allée, tandis que je me garais près de l'entrée principale. Au loin, le vent soufflait doucement à travers les chênes qui entouraient la propriété. Pour la première fois depuis notre rencontre, la maison ne m'a pas semblé oppressante. Elle était toujours calme, toujours formelle par endroits, mais plus légère d'une certaine manière. La guérison modifie l'atmosphère d'un foyer. On peut le ressentir, avant même que quiconque n'ait parlé. Émilie a ouvert la porte, avant même que je ne frappe. « Vous avez apporté une tarte ?» a-t-elle dit immédiatement, en souriant au plateau en aluminium que je tenais. Acheté en magasin, les jeux prévenus. C'est parfait. Papa brûle tout ce qu'il touche, à l'exception du café militaire. J'ai entendu ça, a crié le général Whittaker, depuis le fond de la maison. J'ai éclaté de rire avant d'entrer. Le général est apparu quelques secondes plus tard, portant un jean et un pull sombre, au lieu d'une veste de costume. Dépouillé de son image publique lisse, il faisait un peu plus son âge, plus vieux, plus doux, plus humain. Et honnêtement, je pense que c'était bien plus sain pour lui. « Grace » a-t-il dit chaleureusement. « Quel plaisir de vous voir. » Il m'a serré dans ses bras. Pas une simple poignée de main, ni une courtoisie militaire. Une vraie étreinte. Voilà qui aurait probablement choqué la moitié du Pentagone, 20 ans plus tôt. L'odeur du poulet rôti s'échappait de la cuisine, tandis qu'un doux morceau de jazz jouait non loin de là. À l'étage, je pouvais entendre Oliver s'agiter doucement à travers l'interphone pour bébé. Des bruits familiaux normaux, des choses simples, le genre de choses que beaucoup de gens considèrent comme acquises, jusqu'à ce que la vie les détruise presque. Le dîner en lui-même n'avait rien d'extravagant, malgré le cadre, des légumes rôtis, du poulet, de la purée de pommes de terre, et du thé glacé sucré. Honnêtement, cela ressemblait plus à un repas partage d'église, qu'à une réception formelle et mondaine. Et c'est exactement pour cela que j'ai adoré. Au milieu du repas, Émilie a soudainement regardé son père. J'ai raconté à Grace ce qui s'est passé, après la mort de maman. Le général a lentement posé sa fourchette. Tout. La majeure partie. Une ombre a traversé son expression. Pendant un instant, j'ai craint que la vieille tension ne refasse surface. Mais au lieu de cela, il a hoché la tête doucement. Je suppose qu'il est juste qu'elle connaisse aussi mes échecs. Émilie a immédiatement secoué la tête. Papa, non. Il lui a jeté un regard plein de tendresse. Elle mérite l'honnêteté. La pièce est alors devenue plus silencieuse. Dehors, le vent frôlait doucement les vitres. Le général a croisé ses mains avec précaution. Quand ma femme est morte, a-t-il commencé avec lenteur, je ne savais plus comment rester un père. Personne ne l'a interrompu. Je savais comment commander des troupes, résoudre des crises, diriger des opérations. Sa voix s'est légèrement serrée. Mais le deuil, à l'intérieur de sa propre maison, est quelque chose de totalement différent. Émilie fixait son assiette. Le général a poursuivi doucement. Je pensais que la structure nous protégerait. Cette seule phrase expliquait tant de choses. Les militaires de sa génération survivaient souvent à la vie, grâce à la discipline. L'émotion passait au second plan. Parfois même au troisième. J'ai poussé Émilie beaucoup trop fort après les funérailles, a-t-il avoué. J'ai confondu l'obéissance avec la guérison. Les yeux d'Émilie se sont immédiatement remplis de larmes. Tu souffrais, toi aussi. Oui, a-t-il répondu doucement. Mais j'étais toujours ton père. Le silence s'est installé autour de la table. Pas un silence inconfortable, mais un silence empreint de vérité, le genre de silence que les familles n'atteignent qu'après des années passées à éviter les conversations difficiles. Puis, le général a regardé sa fille droit dans les yeux.
Je te dois des excuses. Émilie a cligné des yeux rapidement. J'aurais dû t'écouter davantage, a-t-il dit, et te commander beaucoup moins. Cette phrase m'a presque brisé le cœur. Car le public américain plus âgé comprend une chose qui échappe souvent aux plus jeunes. Les véritables excuses deviennent plus difficiles avec l'âge, pas plus faciles, surtout de la part d'hommes fiers. Émilie a finalement essuyé ses larmes. Je croyais que tu ne te souciais que de ta réputation. L'expression du général s'est légèrement froissée. Émilie, a-t-il murmuré, j'ai fouillé chaque refuge pour sans-abri dans 3 États. La pièce s'est figée. Il a brièvement détourné le regard avant de continuer. Quand l'hiver est arrivé, sa voix est devenue rocailleuse, je me réveillais la nuit, en me demandant si Oliver et toi aviez froid, quelque part. Émilie a immédiatement couvert sa bouche de sa main. J'ai discrètement baissé les yeux vers mon assiette, pour leur laisser un peu d'intimité. Certaines peines méritent d'être vécues avec dignité. Puis, j'ai entendu une chaise racler doucement sur le sol. Émilie s'était levée, et avait contourné la table pour rejoindre son père. Cette fois, il n'y a eu aucune hésitation entre eux. Elle l'a serré fort dans ses bras, et le général Whittaker s'est accroché à sa fille, comme un homme s'autorisant enfin à cesser d'être fort. J'ai jeté un coup d'œil vers la fenêtre de la cuisine, pendant qu'ils pleuraient doucement ensemble. Pas parce que je me sentais mal à l'aise, mais parce que de tels moments devraient rester en partie privés, même lorsqu'on en est le témoin. Au bout d'un moment, Émilie a ri faiblement à travers ses larmes. Maman nous hurlerait dessus, pour avoir gâché le dîner. Cela a fini par briser complètement la tension. Le général a souri. Elle me hurlerait dessus, moi en particulier. Elle te hurlait toujours dessus en particulier. C'est parce que ta mère adorait s'attaquer aux causes perdues. Pour la première fois depuis notre rencontre, le son d'un véritable rire familial a résonné dans la maison. Et Dieu sait que cette maison en avait besoin. Plus tard dans la soirée, après le dîner, la table a été débarrassée. Je me suis assise sur le patio à l'arrière, enveloppée dans une couverture pour lutter contre le froid. Le domaine surplombait un lac paisible, dont l'eau sombre reflétait la lumière de la lune. C'était paisible, mais aussi un peu solitaire. J'ai entendu des pas derrière moi. Puis, quelqu'un m'a tendu une tasse de café fumant. Un homme d'environ mon âge s'est assis non loin, grand, les tempes grisonnantes, avec des yeux bienveillants. « Ça vous ennuie si je me joins à vous ?» a-t-il demandé. « Ça dépend », ai-je répondu. « Êtes-vous un autre général à la retraite ?» Il a ri. « Non, madame. Chirurgien de l'armée. Toujours dangereux. C'est de bonne guerre. » Il s'appelait Daniel Harper, veuf, et ami de la famille Whittaker. Il dégageait ce calme imperturbable, typique des médecins plus âgés qui ont côtoyé la douleur pendant des années. Nous avons discuté tranquillement pendant près d'1 heure, de la vie militaire, de la retraite, de nos genoux capricieux, et de la façon dont les courses au supermarché devenaient inexplicablement épuisantes passé 60 ans. Rien de dramatique, juste une conversation confortable. À un moment donné, il m'a souri par-dessus sa tasse de café. « Vous savez, » a-t-il dit, cela faisait des années que Robert n'avait pas parlé aussi sereinement. J'ai regardé à travers les portes vitrées du patio, à l'intérieur, le général était assis, tenant Oliver dans ses bras, pendant qu'Émilie pliait des couvertures pour bébé un peu plus loin. Une véritable scène de famille. Simple, chaleureuse. Il avait juste besoin que sa fille rentre à la maison, ai-je dit doucement. Le docteur Harper a hoché la tête. Et elle avait besoin de quelqu'un d'assez bienveillant pour l'aider, avant que sa fierté ne ruine cette chance. Ces mots me sont restés en tête, car la fierté détruit bien plus de familles en Amérique, que la pauvreté ne le fera jamais. Avant mon départ ce soir-là, Émilie m'a raccompagné à ma voiture. L'air glacial s'insinuait dans l'allée, sous la douce lueur des lampes du Porsche, derrière nous. Elle m'a serré fort contre elle, avant que je n'ouvre la portière. « Vous m'avez sauvé la vie », a-t-elle murmuré. J'ai secoué doucement la tête. « Non. » Elle a légèrement froncé les sourcils. J'ai souri. « C'est vous, qui avez décidé de rentrer à la maison. Cette victoire vous appartient. » Émilie a regardé en direction de la maison, son père se tenait sur le pas de la porte d'entrée, les observant, tout en berçant Oliver contre son épaule. Puis, elle s'est tournée vers moi. « C'est vous qui m'en avez donné le courage. » L'hiver est arrivé en douceur, cette année-là. Pas de tempête de neige dramatique, ni d'autoroute verglacée,
juste des matins froids, des arbres dépouillés, et ce genre de silence qui s'installe paisiblement sur la Caroline du Nord, après Thanksgiving. À l'arrivée du mois de décembre, la vie avait changé pour nous tous, d'une manière que je n'aurais jamais pu imaginer, ce soir-là où j'étais entré au Walmart, pour acheter des croquettes pour chiens et des filtres à café. C'est amusant, la façon dont les moments les plus ordinaires peuvent devenir des tournants décisifs. Emily s'était installée dans une petite maison d'invités sur le domaine Whittaker, au lieu de vivre dans le manoir lui-même. Elle disait avoir besoin d'espace, pour reconstruire sa vie honnêtement, plutôt que de disparaître à nouveau dans le confort des privilèges. Je respectais ce choix. Certaines personnes survivent aux épreuves, uniquement pour passer le reste de leur vie à faire comme si de rien n'était. Emily a fait un autre choix. Elle a commencé à suivre une thérapie 2 fois par semaine. Non pas parce qu'on l'y obligeait, mais parce qu'elle avait enfin cessé d'avoir honte de demander de l'aide. Cela a beaucoup plus d'importance que les gens ne le pensent, en particulier pour les générations plus âgées, éduquées dans l'idée que la souffrance doit rester privée. Le général Whittaker a changé, lui aussi. Pas du jour au lendemain, car les hommes de 70 ans se transforment rarement de façon radicale, mais lentement, visiblement, il s'est adouci. Je le remarquais dans les petits détails. Il avait cessé de répondre au téléphone pendant les dîners de famille. Il avait commencé à passer ses matinées à promener Oliver en poussette, autour du lac bordant le domaine. Même son personnel semblait moins tendu en sa présence. Un après-midi, je suis arrivé à l'improviste, et j'ai trouvé le vieux général assis en tailleur, sur le sol du salon, pendant qu'Oliver grimpait sur ses épaules, affublé de lunettes d'aviateur en plastique. Un général 4 étoiles de l'armée, réduit au rang de cage à poules humaines. La vie finit par rendre tout le monde humblé, honnêtement, c'est probablement très sain. Caleb Turner restait incarcéré à la prison du comté, dans l'attente de son procès. Il s'est avéré que l'enquête de l'inspectrice Benson avait mis à jour bien plus de fraudes financières que quiconque ne l'avait imaginé. 5 victimes confirmées sont devenues 7, puis 9. Le procureur a fini par contacter Emily en personne. Apparemment, plusieurs femmes ne s'étaient manifestées, qu'après avoir entendu dire que quelqu'un avait enfin osé s'opposer à lui publiquement. C'est là une autre vérité dont on ne parle pas assez. Le courage est contagieux. Le silence l'est tout autant. Par un après-midi de fin janvier, Emily et moi nous sommes rendus ensemble dans un refuge pour femmes de Durham. Nous apportions des manteaux, du lait en poudre et des couches, financés discrètement par la fondation Whittaker. Pas de caméra, pas de publicité. Juste de l'aide. La directrice du refuge a reconnu Emily, à cause de la couverture médiatique autour de l'arrestation de Caleb, mais, avec beaucoup d'élégance, elle n'a fait aucun commentaire. À l'intérieur, des mères épuisées étaient assises aux côtés d'enfants fatigués, sous des néons fluorescents qui bourdonnaient doucement au plafond. L'endroit sentait légèrement la soupe, la lessive et la vieille moquette. L'odeur de la survie humaine. Emily s'est montrée inhabituellement silencieuse pendant que nous déchargions les provisions. « Ça va ?» ai-je demandé gentiment. Elle a commencé par hocher la tête, avant de s'arrêter. C'était moi, avant. J'ai suivi son regard, jusqu'à une jeune mère berçant un nourrisson en pleurs, dans un coin de la pièce. La femme avait l'air bouleversée, au-delà des mots. Je me souviens d'avoir été si fatigué, a chuchoté Emily. J'en avais cessé de me sentir humaine. Il n'y avait plus la moindre once de plainte dans sa voix, seulement le poids du souvenir. Puis, une chose que je n'oublierai jamais s'est produite. Emily s'est approchée silencieusement, et s'est agenouillée près de la jeune mère. Pas en tant que riche donatrice, ni en tant que fille du général Whittaker, mais simplement comme une autre femme qui comprenait. Quelques minutes plus tard, les deux femmes discutaient doucement, et Emily tenait le bébé pour que la mère épuisée puisse enfin dîner avec ses 2 mains libres. Cette image m'a marqué, car la guérison devient réelle, à la seconde même où la souffrance se transforme en compassion, plutôt qu'en amertume. Sur le chemin du retour, Emily a regardé par la vitre passager pendant un long moment, avant de parler. Vous savez ce qui m'effraie le plus ? Quoi donc ? Que j'ai failli ne jamais rentrer chez moi. J'ai gardé les yeux fixés sur la route. Mais vous l'avez fait. Seulement parce que quelqu'un m'a traité comme si je comptais encore. Sa voix s'est légèrement brisée, à cet instant. Vous ne saviez pas qui j'étais, Grace. Non, ai-je répondu doucement. Je savais exactement qui vous étiez. Elle m'a regardé, confuse. J'ai eu un léger sourire. Une mère,
essayant de nourrir son bébé. Cette réponse l'a fait pleurer silencieusement, tout au long du trajet jusqu'à Raleigh. Au début du printemps, la Fondation Whitaker a officiellement ouvert un petit programme d'assistance, destiné aux mères en difficulté fuyant des situations de violence. Le général Whitaker a insisté pour le baptiser du nom de sa défunte épouse. Emily y faisait du bénévolat en personne, 2 fois par semaine. Et moi? Eh bien, je suis devenu, d'une manière ou d'une autre, la figure officieuse de grand-mère pour la moitié du personnel, bien que j'ai répété à maintes reprises que j'étais bien trop jeune pour porter ce titre. La vie est drôle, de ce point de vue. Le docteur Daniel Harper appelait toujours de temps à autre, lui aussi. Généralement, il prétendait avoir des questions médicales sur mes choix alimentaires désastreux, avant de me demander si je voulais aller dîner, par la suite. À notre âge, la romance a l'air beaucoup moins théâtrale, et beaucoup plus pragmatique. Honnêtement, je préfère ça. Un après-midi pluvieux, près d'1 an après l'incident au Walmart, je me suis arrêté à nouveau dans ce même magasin. Une caissière différente, des clients différents, mais les mêmes néons fluorescents bourdonnant au plafond. Alors que je déposais mes courses sur le tapis roulant, j'ai remarqué une jeune femme, quelques caisses plus loin, qui comptait anxieusement des billets de banque, près d'un chariot contenant des couches et du lait en poudre. Sa carte avait manifestement été refusée. La caissière semblait mal à l'aise. Les gens derrière elle soupiraient d'impatience, et j'ai soudain ressenti cette douleur familière, au creux de ma poitrine. La femme avait l'air épuisée, embarrassée, et terriblement seule. Cependant, avant même que je puisse bouger, un événement surprenant s'est produit. Une caissière plus âgée a discrètement fouillé dans son propre portefeuille, et a tendu de l'argent à la femme. « Aucun bébé ne repart le ventre vide pendant mon service », a déclaré la caissière avec simplicité. La jeune mère a immédiatement fondu en larmes. Et, debout là, près de mon caddie, j'ai souri. Parce que la gentillesse fonctionne parfois de cette manière. Elle continue de voyager d'une âme fatiguée à une autre, bien longtemps après que le moment initial soit passé. Ce soir-là, assise sur mon porche avec Duc endormi près de ma chaise, j'ai pensé à la façon dont Emily avait failli disparaître à jamais, engloutie sous la honte, la peur et la fierté. Et j'ai pensé au nombre de personnes autour de nous, qui mènent des batailles invisibles chaque jour. Le vétéran qui boit son café seul, à l'aube. La veuve qui fait semblant d'aller bien, après que 40 années de mariage ont soudainement pris fin. Le parent en difficulté, qui doit choisir entre payer son loyer et acheter à manger. Le vieil homme, trop fier pour admettre qu'il se sent seul. La plupart des gens portent en eux beaucoup plus de souffrance qu'ils n'en laissent paraître. C'est pourquoi la bienveillance est si importante. Pas la bienveillance de façade, ni celle des réseaux sociaux. La vraie bienveillance, le genre d'acte que personne ne voit, à l'exception de la personne qui est en train de se noyer. Car parfois, un petit geste ne se contente pas de changer l'instant présent. Il donne à quelqu'un le courage de rentrer enfin à la maison. Et si cette histoire a eu une signification pour vous ce soir, peut-être devriez-vous la partager avec quelqu'un qui a, lui aussi, besoin de ce rappel. Qu'il est encore possible de choisir la compassion. Que les familles peuvent guérir. Et que personne n'est jamais trop brisé, pour ne pas mériter une seconde chance. Cette nuit-là au Walmart, je croyais que je n'achetais que du lait en poudre. Je n'aurais jamais pu l'imaginer.